enregistré. Donc voilà. Donc bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être présents pour ce webinaire organisé par la CCI Aveyron sur la thématique de la cybersécurité et de la reprise d'activité, animé par Monsieur Philippe Boulan, donc responsable du pôle cybersécurité de la société InforSud Diffusion. Donc on est déjà un certain nombre, je le vois là sur mon petit écran, un certain nombre à avoir répondu donc, favorablement à cette invitation. Donc vraiment, je tenais à vous en remercier. Je suis en train de regarder, voilà, mais écoutez, il est déjà 10h02. Écoutez, on va commencer. Donc je laisse tout simplement la parole donc, à M. Boulan sur cette intervention sur la cybersécurité. Merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas d'écrire nom, prénom et présent pour que je puisse voir qui était présent à cette intervention. Merci beaucoup. Merci Ludovic. Bonjour à toutes et tous. Donc la sujet d'aujourd'hui repose sur la reprise d'activité, le retour en entreprise et la sécurisation du télétravail, puisque comme vous avez pu le constater, au niveau des entreprises, nous allons connaître une période sur laquelle on risque d'avoir des présences en entreprise, mais également continuer à pratiquer le télétravail, qui devrait également certainement dans certaines structures perdurer. Donc les deux choses importantes sur lesquelles on va se focaliser, ça va être comment sécuriser cet ensemble, c'est-à-dire télétravailler, quels outils, quelle sécurité mettre autour de tout ça, et puis retour en entreprise. Et là, on va plus particulièrement être attentif aux mécanismes qui vont nous permettre de réintégrer et les postes et les collaborateurs et la centralisation des données. Pour commencer, évidemment, pendant cette crise du coronavirus, les entreprises ont été impactées d'une part par l'organisation que ça a nécessité et également par les méthodes de travail qu'il a fallu mettre en place et adapter pour pouvoir continuer autant que possible l'activité. Cette crise a été marquée par un grand nombre de menaces, d'attaques avérées qui ont plus ou moins impacté les organisations. Et il va falloir maintenant sécuriser nos actifs. Et quand on parle de sécuriser nos actifs au niveau numérique, on va penser à sécuriser le système d'information. Ça veut dire renforcer l'existant et puis identifier les mécanismes qui vont nous permettre de travailler dans ces conditions particulières, vraiment en toute sécurité et sans crainte particulière. Les mesures de sécurité, évidemment, doivent être renforcées pour pouvoir justement contenir les attaques et autant que possible les anticiper. On a malheureusement un chiffre un peu pénalisant sur les cyberattaques qui montre qu'en moyenne, on met 6 mois à détecter une cyberattaque et que malheureusement, bien souvent, la cyberattaque se produit alors qu'un correctif a déjà été mis à disposition depuis souvent 8 mois à 1 an. Donc, ce qui veut dire que là, on va insister sur la mise à jour des systèmes qui va nous permettre d'éviter de se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis d'une attaque, là où on aurait évidemment un correctif à disposition. En termes d'attaque et de liens frauduleux, vous pouvez voir que les pays les plus ciblés sont les pays souvent les plus développés, avec des taux différents selon la taille des pays. Il s'agit ici d'URL frauduleuses. On est des nombres à 47 610 et en peu de temps, ce qui veut dire que les attaquants ont réussi à mettre en place des mécanismes et à bien anticiper cette problématique, notamment en lançant des campagnes globalement de phishing, de spear phishing, mais également des applications malicieuses comme le Covid Lock ou le Coronavirus Update, et des pages frauduleuses vers l'OMS, vers des organismes de santé, etc. On verra également dans les attaques que les ransomware ont encore évidemment une belle part à jouer, puisque les dernières attaques d'envergure ont été des attaques de ce type-là globalement. À début avril, on recensait 380 000 cyberattaques, évidemment, pour les entreprises qui ont bien voulu participer à l'élaboration des chiffres, ce qui est évidemment beaucoup plus important qu'en temps normal.
et pour cause, le contexte s'y prêtait vraiment. Dans les attaques notables, on notera la mairie de Toulouse qui a subi une cyberattaque sur les sites internet et de la collectivité Toulouse Métropole. Donc là, c'était plutôt de la malveillance, ça visait à stopper et puis vraiment bloquer l'accès au site. Il y a eu énormément d'énergie pour remettre en condition opérationnelle. Quasiment dans les mêmes eaux, on a eu la ville de Marseille qui a vu son système informatique être piraté. Donc là, par contre, on a été sur 6 semaines de perturbation, un ransomware et je crois une quarantaine d'intervenants pour arriver à contenir tout ça. On a la région Grand Est qui a été victime d'une cyberattaque vraiment au tout début de la pandémie, où là, il s'agissait de virus. EasyJet, qui a, elle, été victime d'une fuite de données, 9 millions de données clients, ce qui est énorme, avec évidemment un effet de constatation qui a été un peu décalé dans le temps et qui a permis aux attaquants malveillants de récupérer un maximum de choses. La toute dernière, puisqu'elle date du 8 juin, c'est Honda qui a eu une attaque planétaire de type ransomware. Un ransomware qui est connu, qui est bloqué par la plupart des antivirus, anti-malveillants, mais qui malheureusement est passé à travers les mailles du filet. Et là, une chose beaucoup plus délicate, donc je pense notamment aux entreprises qui ont une chaîne de production ou une production en tout cas parallèle à l'administratif. Eh bien, la chaîne de production a été impactée et on estime que les chaînes Honda actuellement tournent au ralenti. Donc tout ça pour vous dire que voilà, il y a eu un grand nombre d'attaques sur des types d'attaques complètement différents, avec des cibles différentes. Et quand je dis cible, on n'est pas forcément sur quelque chose de justement identifié. C'est souvent des attaques opportunistes pendant lesquelles, dans la phase de reconnaissance, eh bien, on va identifier les failles et les vulnérabilités des différentes infrastructures. Et à ce moment-là, on va passer de la menace à l'attaque réelle pour pouvoir y trouver les systèmes. Donc, pour arriver en fait à anticiper tout ça, à limiter les risques d'exposition, eh bien, on va dans l'utilisation quotidienne qui est faite des outils, et notamment que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, que ce soit en télétravail ou sur le site de l'entreprise. On va essayer de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour éviter de tomber dans le panneau et d'être abusé par des gens malveillants. Donc, la première des tentatives, et ce qui a été la plus répandue également, c'est l'ingénierie sociale qui consistait par l'intermédiaire de la messagerie, donc de lancer des fraudes massives, alors qu'elles soient massives et non ciblées. Donc là, on parle de phishing en règle générale, de hameçonnage. Pourquoi? Parce que le message qui vous est destiné n'est pas réellement personnalisé. Il est d'ordre général et à la limite, il peut facilement être identifié en tant que tel. On va par contre avoir le spear phishing qui lui est beaucoup plus vicieux puisqu'il va être personnalisé avec des informations très personnelles vous touchant, en ayant un lien avec des choses, des sujets sur lesquels évidemment vous avez déjà traité des informations. Donc, on va retrouver des adresses, on va retrouver des numéros d'identifiants éventuellement sur certaines plateformes. Et là, évidemment, il va falloir être un peu plus attentif à ce phénomène. En général, le conseil que l'on peut donner sur cette technique, c'est que dans la messagerie, la tentative de fraude phishing, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être identifiés plus ou moins facilement et qui peuvent être corrélés également. Donc, je pense notamment au fait d'être attentif sur l'émetteur. Est-ce que l'émetteur vous parle? Est-ce que vous attendez quelque chose de cette personne? Est-ce que vous la connaissez? Et si oui, est-ce que le sujet qui vous est proposé est un sujet d'actualité sur lequel vous êtes en phase actuellement? Avec ces deux indications, c'est-à-dire un émetteur que vous ne connaissez pas, un sujet qui est très flou, déjà, on peut laisser tomber, supprimer le message, passer à autre chose. Si jamais l'émetteur est connu et le sujet également est d'actualité, on va être un peu plus vigilant également sur le détail du message, le corps du message, notamment les fautes d'orthographe, les fautes syntaxiques, des lourdeurs grammaticales qui sont souvent signes de messages frauduleux.
Dans l'objet également, on a souvent des choses de type urgent. Alors, il faut savoir qu'aucune administration, aucune banque, assurance, etc., aucun organisme de ce type-là ne vous enverra un message avec en objet urgent. Le but là, c'est bien de mettre une pression sur l'utilisateur et pouvoir, de façon psychologique, abuser de cette position. Donc, au-delà de ça, dans ce qui vous est proposé dans le message, vous allez avoir également soit un fichier joint, soit un lien. Si vous passez la souris sur le lien, évidemment, vous allez voir si le site est légitime ou pas, puisque bien souvent, il y a une redirection vers un site frauduleux. Et au niveau du fichier joint, ben là, pareil, si le sujet ne ressemble pas à quelque chose de connu, vous allez ignorer, vous allez de cette façon-là vraiment ignorer le message. Alors, j'avoue qu'évidemment, plus on évolue dans le temps, plus les messages sont bien réalisés. Maintenant, c'est souvent dans la précipitation, comme pour la fraude au président, où on vous demande de virer une somme avec l'aide de tel cabinet d'avocats, etc. Bien sûr, si ce sont des pratiques qui ne sont pas habituelles et normales dans l'entreprise, eh bien, on ignore tout ça et on remonte l'information à vos équipes informatiques ou les équipes sécurité si vous disposez de telles structures. Donc, vous voyez que comme point de départ, le facteur humain va jouer et on estime que dans 90% des attaques, c'est une négligence, une défaillance ou un manque d'attention de l'humain qui fait que, évidemment, on se retrouve impacté par un problème et que, évidemment, en boucle, on peut provoquer des désagréments pour l'entreprise. Au-delà de cet aspect d'ingénierie sociale qui était vraiment le point de départ, il y a un certain nombre d'éléments qu'il va falloir considérer dans l'entreprise. Et ces éléments, ce sont évidemment les produits que vous allez utiliser et les médias que vous allez utiliser. Je pense notamment en premier lieu au périphérique mobile. Et avec comme exemple caractéristique le Bluetooth pour lequel on n'a pas un niveau de sécurité très important. Je pense notamment aux phases où vous devez vous déplacer en transport et où vous allez être proche d'autres personnes. Le Bluetooth, bien souvent, est activé, il est activé en permanence. Il n'est pas forcément soumis à un appairage d'équipement très renforcé. Et à ce moment-là, si vous l'utilisez pour synchroniser des contacts, des plannings, des informations quelconques, vous allez être quand même soumis à un risque d'intrusion qui va pouvoir aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, sur ces périphériques, évidemment, je ne vous conseille pas de ne pas les utiliser. Je dis juste qu'ils doivent être activés à la demande. Ils doivent être appairés à d'autres dispositifs avec un niveau de sécurité renforcé. Ça veut dire un code particulier qui ne ressemble pas à 4x0 ou 1, 2, 3, 4. Et également d'être assez attentif à une demande d'appairage si vous ne l'avez pas vous-même sollicité ou si un de vos proches ne l'a pas lui-même sollicité. Dans la même veine, sur la partie applicative, on a un effort particulier à faire. Je pense que dans certaines situations, il a été obligatoire de mettre en place des dérogations dans les habitudes des collaborateurs. Ces dérogations, bien évidemment, permettaient d'utiliser des outils mis à disposition gratuitement. Donc, j'ai pris l'exemple de Zoom, Discord, il y en a plein d'autres. Il y a une grosse différence entre une utilisation d'un produit gratuit et l'utilisation du même produit payant. Pourquoi? Parce que les mécanismes de sécurité autour ne sont pas les mêmes. Pour donner l'exemple de Zoom sur lequel nous sommes actuellement en conférence, la version payante va vous garantir tout un tas de choses, dont le respect RGPD et également le chiffrement de la communication. Sur la version gratuite, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que la communication n'est pas chiffrée de bout en bout. Donc, vous pouvez être victime d'interception de données. Et ce qui s'est passé également, ce sont des intrusions dans des salles de visio pendant le confinement. Je vous rassure, ce n'est pas simplement Zoom qui a été impacté, mais tout un tas d'autres applications. Et la vraie question à se poser, c'est le gratuit qui le paye et forcément sur des applications de ce type-là, c'est vous qui allez le payer par l'intermédiaire de vos données personnelles. Donc la donnée personnelle a une valeur forcément pour quelqu'un, quelqu'un souvent de malveillant, de peu scrupuleux.
Et à ce moment-là, eh bien, vous allez être exposé à ce genre de choses. Donc, bien souvent, il est conseillé d'utiliser des produits qui sont encadrés par l'entreprise. L'entreprise aura éprouvé le produit, vous le mettra à disposition. Là, j'avoue que dans l'urgence, ça a été difficile à organiser. Simplement, gardez à l'esprit que ça peut être une porte ouverte justement pour laisser rentrer tout type de malveillants. Et comme on dit, il y a souvent une petite phrase que l'on dit entre nous, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà, Voilà. exactement. Donc Exactement. attention à ça, voilà. On est bien d'accord. Dans la même veine, périphérique amovible, donc tout le monde n'est pas parti donc en télétravail avec un portable ou un équipement mis à disposition par son entreprise. Il a pu arriver dans de nombreux cas que les collaborateurs utilisent leur propre matériel, avec évidemment ce que ça peut avoir comme incidence sur le niveau de sécurité des différents équipements. Ce qui veut dire aussi que l'entreprise n'a pas forcément mis à disposition un VPN ou une possibilité de sauvegarder les données sur le site de l'entreprise elle-même. Et à ce moment-là, se pose la question des périphériques externes de type clé USB ou disque dur. Ces supports de base ne sont pas chiffrés et ne sont pas sécurisés. Donc, vous n'êtes pas à un moment donné en capacité de confirmer que votre périphérique est intègre, irréprochable. Donc, pour une utilisation qui devrait durer dans ce mode télétravail, sauvegarde des données localement pour ensuite consolidation dans l'entreprise, il existe de plus en plus des clés chiffrées qui vont vous garantir une confidentialité et une intégrité. Et de plus en plus, ces clés chiffrées offrent un double facteur d'authentification qui va être par exemple un mot de passe et couplé au mot de passe un code, puisque sur la clé, vous avez la possibilité de taper un code pour valider. Alors, c'est vrai que ça paraît être une mesure un peu particulière, puisqu'on n'a pas l'habitude encore de fonctionner avec ces clés-là. Simplement, en termes de coût, une clé de ce type-là aussi entre 60 et 80 euros. Ce n'est pas non plus un coût complètement rédhibitoire. Et dans tous les cas de figure, ça va vous garantir la sécurité, confidentialité des données et pouvoir vous permettre de réintégrer tout ça en entreprise avec plus de garantie. Un des points faibles également du système, notamment en télétravail, ça peut être le Wi-Fi, sur lequel à domicile, le routeur vous est livré dans l'état et si vous ne revenez pas sur la configuration, vous allez vous retrouver avec des options qui sont plus ou moins basiques et pas forcément en phase avec ce que vous allez exiger en télétravail. Donc, n'hésitez pas à revenir également sur les configurations. Donc, bon, ça peut être un peu fastidieux, mais vous pouvez trouver des informations sur le sujet assez facilement. Le but, c'est quoi? C'est d'identifier déjà dans un premier temps qui fait quoi sur votre réseau Wi-Fi à domicile. Je pense notamment évidemment à la cohabitation avec les adolescents à la maison, etc. Moi, je sais que par expérience, pour avoir éprouvé la chose, je me suis retrouvé un jour avec administrer la borne Wi-Fi, me retrouver avec une vingtaine de connexions périphériques alors qu'on était 5 à la maison. Donc, ça veut dire énormément d'équipements, les amis des enfants qui passent et qui se connectent également. Donc, vous voyez, tout ça fait que, en règle générale, pour une utilisation domestique, ça peut être un choix de ne pas aller plus loin et de supporter ça. À partir du moment où on va engager l'entreprise parce que justement, le moyen de communiquer, ça va être notre propre accès, et bien à ce moment-là, on va être un peu plus attentif à ça et on va, pourquoi pas, faire un peu de ménage sur les bornes et renforcer tous les niveaux de sécurité qui vont avec. Hein. Donc, ça va être l'association Wi-Fi qui va se faire avec une clé de chiffrement robuste et également par défaut la désactivation du partage de connexion pour laquelle, si vous êtes Orange SFR ou autre, n'importe quelle personne de passage pourra utiliser votre support de communication avec ses identifiants. Donc, soyez attentifs à ça parce que souvent, il y a
il y a évidemment des failles et des vulnérabilités latentes sur ces environnements. Peut-être Philippe, un mot sur le Wi-Fi public, si je peux m'exprimer ainsi. Le Wi-Fi qu'on voit de plus en plus dans des espaces publics liés à quand on est à côté d'une mairie, quand on est à côté d'une côté de commune. Voilà, il y a un petit parc, voilà, et puis on peut, le chef d'entreprise, hein, c'est pareil, entre deux rendez-vous, il peut travailler là. Je pense que c'est toujours pareil, donc c'est bien l'activité professionnelle et on se connecte au Wi-Fi, voilà, de la collectivité locale. Je pense qu'il voilà, peut-être dire un mot parce que ça peut être dangereux, hein, là aussi, parce qu'on n'a pas les protections, la sécurité nécessaire, hein, Philippe, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors là, j'ai une anecdote justement intéressante sur le sujet. Le Wi-Fi public, bien sûr, offre un niveau de sécurité qui n'est pas garanti et sur lequel vous ne pouvez pas compter. Il y a eu une expérience de l'Université de Lausanne qui a été menée dans la gare de Lausanne. Et deux chercheurs se sont positionnés dans une zone publique sur laquelle il y avait des bornes et des accès possibles qui permettaient et de gérer les billets de train, mais également de réaliser d'autres opérations. Les dispositifs étaient des dispositifs sans fil et le réseau public n'avait pas un niveau de sécurité suffisant. Il a fallu, je crois, une paire d'heures aux chercheurs de Lausanne pour intercepter les communications, pénétrer le réseau Wi-Fi et récupérer avec un keylogger toutes les opérations en mode texte qui avaient été réalisées. Et dans ces opérations, il y avait des consultations de sites bancaires, il y avait des réservations de voyages, il y avait tout un tas d'opérations qui ont été, dans leur quasi-intégralité, rendues en clair sur les recherches des deux chercheurs. Donc, vous voyez, on s'expose énormément. Donc, sur du Wi-Fi public, on réalise des opérations anodines. C'est-à-dire que si on est sur un espace touristique, eh bien, on cherche des informations touristiques. Et si votre communication est interceptée, eh bien, il n'y aura pas mort d'homme puisque les informations ne seront pas sensibles. Par contre, vous éviterez évidemment de gérer des choses sensibles et qui pourraient toucher notamment, par exemple, à des transactions bancaires. Au niveau également des différents accès, il y a encore malheureusement un aspect qui est souvent négligé. Dans l'accès utilisateur, c'est le mot de passe et sa robustesse. Bien souvent, il y a déjà une confusion qui est que les mots de passe professionnels et personnels fusionnent, sont souvent les mêmes pour des raisons mémotechniques, bien souvent. Et ça pose un certain nombre de problèmes car évidemment, si vous utilisez un mot de passe personnel pour une utilisation professionnelle, vous allez exposer l'entreprise. Donc, pour réagir par rapport à ça, il faut faire un distinguo assez marqué entre l'usage personnel et l'usage professionnel. Donc, ça ne tient pas d'ailleurs qu'au mot de passe, hein, ça tient à l'usage des équipements également. Différencier réellement l'usage, ça permet de garantir un cloisonnement et d'éviter des débords sur des actions malveillantes. Donc, pour être en configuration maximum sur l'utilisation du mot de passe, il faut de la diversification, c'est-à-dire des mots de passe par usage complètement différents, absolument pas liés à des dictionnaires, absolument pas liés à des choses qui vous touchent sur votre identité, par exemple. Pas d'adresse, pas de date de naissance, pas de choses comme ça, puisque c'est assez simple à retrouver sur Internet. Vous allez utiliser un mot de passe robuste, donc de préférence à partir de 10 caractères, on considère que le mot de passe est robuste, d'autant plus si il est alphanumérique avec des caractères spéciaux. Et si vous avez la possibilité d'avoir un deuxième facteur d'authentification, eh bien, ça peut être un plus. Par exemple, vous connaissez le mot de passe d'accès à tel site et au moment où vous sollicitez la connexion, vous allez également rentrer un code qui vous a été envoyé sur le téléphone et via SMS. Alors, ça, c'est pour l'usage en général. Pour l'usage en entreprise, évidemment, même réflexe. J'ai malheureusement encore trop souvent le cas lorsque je mène des audits de tests d'intrusion sur des réseaux. La difficile constatation de voir que la plupart des mots de passe ne sont pas renforcés et qu'en une matinée, souvent, j'ai récupéré 60, 70, voire 80% des mots de passe des utilisateurs.
Donc ça, évidemment, si moi, en tant qu'hacker éthique, je récupère ces informations, le malveillant, lui, n'aura pas plus de mal que moi à les récupérer et pourra évidemment porter beaucoup plus de préjudice sur l'infrastructure. Donc, c'est une responsabilité de chacun de prendre en main son authentification, de la renforcer et puis d'être vraiment conscient de ce que ça peut avoir comme contre-coup pour l'entreprise. Donc, en termes de connexion, on a parlé tout à l'heure de Bluetooth, on va parler du VPN également. Il y a une constante, lorsque les moyens de communication, les accès distants ne sont plus sollicités, déconnectez-les. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de rester en connexion permanente. Alors, en Bluetooth, la portée, c'est 10-15 mètres. Donc, évidemment, si vous êtes seul à domicile, ça réduit les risques d'attaque. Sur du VPN, même si le VPN est sécurisé, déjà, il existe plusieurs niveaux de sécurité VPN selon que l'on soit en SSL ou en IPsec. Il existe également plusieurs clés et degrés de chiffrement qui ne sont pas toujours adaptés à l'entreprise. Donc, renforcez-les, mais surtout déconnectez-les lorsque vous n'êtes plus en phase d'utilisation de ces outils. En termes de vigilance dans le cadre personnel, bien évidemment, on a fait déjà un topo sur ces points-là. Soyez attentifs à la messagerie, évidemment, hein, tout ce qui est contenu. En cas de doute, évitez de cliquer. Et puis, si vous avez quelque chose qui est tendancieux et qui pourrait s'avérer être un message qui soit vraiment légitime, n'hésitez pas à escalader à quelqu'un de votre entourage professionnel, hein, que ce soit les équipes informatiques ou de sécurité, pour leur demander leur avis et pour analyser le contexte. Mais évitez en tout cas de céder à la tentation du clic malencontreux. En dernier point, et ça c'est important, notamment lorsqu'on est en phase de retour dans l'entreprise, communiquer et alerter sur des choses qui vous auraient interpellé pendant la phase de confinement ou dans les futures tâches de télétravail pour ceux qui vont poursuivre un rythme de télétravail. Signaler ce qui est suspect, ce qui est avéré, ce que vous avez identifié vous comme une tentative frauduleuse. Et à ce moment-là, si vous avez un responsable cyber, c'est bien, mais si vous avez également les responsables informatiques, vous allez en fait loguer tous ces événements et pourquoi pas déposer des tentatives sur le site cybermalveillance.gouv qui aide en fait à faire avancer la recherche contre le crime cyber de plus en plus organisé. Alors, pour vous montrer à quel point le crime cyber est organisé, on a Ragnar et Maze qui sont deux opérateurs de ransomware connus, donc deux malveillants notables, qui ont fait une annonce cette semaine pour expliquer qu'ils allaient évidemment s'associer pour porter des attaques encore plus représentatives et impactantes sur les entreprises. Donc, vous voyez que ça devient vraiment critique et que votre rôle dans la lutte contre ces méthodes et ces mauvaises pratiques est important. Donc, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de la démarche, communiquer, alerter, en plus d'un comportement qui soit tout à fait bienveillant. Alors, maintenant que ces éléments-là ont été énoncés, le retour en entreprise, nous allons aborder donc toute la partie qui va nous permettre de reprendre dans de bonnes conditions, d'être capable d'anticiper des problèmes éventuels, de vulnérabilité ou autres. Et on va en fait découper la tâche de reprise en 4 phases, dont la première des phases va être en fait le recensement. Donc on va inventorier et on va recenser les incidents de sécurité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire par le biais de vos utilisateurs éventuellement, par le biais de ce que vous aurez constaté si vous êtes dans les équipes informatiques, en allant également sur les différents équipements pour vérifier si les journaux d'événements remontent plus de tentatives d'intrusion que d'habitude, si vos antivirus locaux ont eu plus de travail qu'en temps normal. Donc c'est vrai qu'il y a un petit travail sur lequel, évidemment, vous pouvez vous faire accompagner, mais qui va vous permettre d'avoir déjà une première tendance par rapport au climat dans lequel vous allez reprendre l'activité. En deuxième lieu, c'est le contrôle.
Alors, le contrôle est important. Pourquoi? Parce que le contrôle va vous permettre de vérifier l'intégrité des équipements avant la reprise. Donc, premier équipement, ben, les nomades. Donc, ce qui aura été nomade et qui aura été fourni par l'entreprise, mais ce qui éventuellement, malheureusement, n'a pas été fourni par l'entreprise, mais qui doit, à un moment donné, communiquer avec l'infrastructure. Donc là, on va contrôler les mises à jour, on va contrôler le bon fonctionnement, on va vérifier que les logiciels n'ont pas trop évolué, qu'il n'y a pas eu d'installation de produits qui ne soient pas cautionnés par l'entreprise. Et au moment où on va joindre à nouveau le poste au réseau d'entreprise, on aura certaines certitudes sur son intégrité. On va également vérifier les dispositifs de sécurité. Pourquoi? Parce que les dispositifs de sécurité n'ont pas forcément été mis à jour, peuvent également vous dire beaucoup de choses sur ce qui a pu se passer. Donc, on vérifie que, par exemple, nos services de sécurité sur un pare-feu ne sont pas arrivés en fin de maintenance ou n'ont pas connu des soucis pendant la phase de confinement. Donc, pour ça, ben, évidemment, ça va nous permettre d'être en mesure de reprendre sans crainte. On va mettre un focus particulier sur notre système de sauvegarde. Alors, en faisant deux choses évidemment distinctes. Premièrement, on va contrôler que le système de sauvegarde a fonctionné normalement pendant la durée du confinement. Et surtout, on va jouer un scénario de restauration pour s'assurer qu'en cas de problème, on soit bien apte à reprendre sur une sauvegarde de la veille. Alors, partiellement, par serveur, etc. Il y a tout un tas de scénarios possibles. L'avantage, c'est que vous allez valider définitivement le bon fonctionnement de la sauvegarde. Parce que vérifier que la sauvegarde est intègre tous les jours et s'en contenter, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Et le seul moyen, c'est de tester régulièrement nos jeux de sauvegarde pour se donner encore des certitudes et un niveau de tranquillité supplémentaire. Alors, on va également renforcer des mécanismes de sécurité. Il se peut que dans nos organisations, tous les points de contrôle ne soient pas soumis à validation. Hein, donc, il se peut par exemple qu'on ait qu'un antivirus ou qu'un type de contrôle sur le réseau local, mais que notre pare-feu, par contre, soit d'ancienne génération et pas forcément apte à contrôler un certain nombre de malveillants. Et là, à ce moment-là, évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir augmenter le niveau de la sécurité du système d'information par des mécanismes et puis après aussi, évidemment, par tout un tas de mesures autour de ça. Donc là, on est dans la phase fiabilisation et dans la phase fiabilisation, ce qui va être très important, c'est de reprendre un rythme de mise à jour sur les différents équipements logiciels, matériels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être par crainte pendant le confinement, mais aussi par manque de temps, l'effet de surprise ayant joué également, ayant pris le coup de tout le monde, est-ce que j'ai fait un suivi sur les mises à jour de mes équipements, à savoir qu'il y a eu d'énormes mises à jour, notamment côté Microsoft ces derniers temps. Eh bien, tout ça, il va falloir l'appliquer pour être dans la dernière version de sécurité connue, puisque la plupart des mises à jour sont des mises à jour de sécurité. Et là, bien, je vais reprendre en fait le fil de ces mises à jour pour m'assurer que mon environnement, à partir du moment où mes collaborateurs sont de retour, sera bien fiabilisé. Dans la partie sécurisation, qui est la dernière partie du retour en entreprise, on va faire plus un travail de fond sur, d'une part, la centralisation des données, c'est-à-dire que voilà, pendant le confinement, est-ce que mes données ont été éparpillées? Est-ce que j'ai pu donner un accès centralisé sur mon système? Et à ce moment-là, évidemment, je n'aurai pas un travail de consolidation conséquent. Est-ce que par contre, ça a été délicat et j'ai laissé les utilisateurs stocker sur leurs propres équipements, stocker éventuellement dans un drive quelconque dans le cloud? Et à ce moment-là, il va se poser la question de recentraliser tout ça. Donc, dans quelles conditions, avec quelle méthode? Et là, bon, évidemment, il va falloir imaginer des mécanismes pour pouvoir valider tout le rapatriement de ces données.
Donc, ça peut être des choses toutes simples, hein, comme utiliser un poste de travail particulier dans l'entreprise avec plusieurs outils d'analyse qui vont permettre, dans chaque cas de figure, de récupérer et en même temps de scanner et de vérifier l'intégrité des données. Et à ce moment-là, ben, je sais que lorsque je rentre en entreprise, les informations sont intègres. Dans ce cas de figure-là, si vraiment je ne sais pas donner un accès distant de type VPN à mes collaborateurs, il est peut-être préférable de prendre une solution de drive payante sécurisée pro. Et à ce moment-là, je choisis cette méthode comme point de centralisation des données. La solution étant appartenant complètement à l'entreprise, je peux y mettre le niveau de sécurité voulu. Et je sais que je n'ai pas de risque de fuite de données, peut-être moins, puisque là, évidemment, le niveau d'exposition zéro n'existe pas. Mais je réduis la surface d'exposition et à ce moment-là, je peux recentraliser mes données de façon beaucoup plus sereine. Ouais, un point, Philippe, peut-être, comme tu viens d'en parler, le cloud, là, quand on a aussi, on met certains dossiers donc, sur le cloud, comme on disait tout à l'heure, bon, ben, Google Drive, hein, si on le connaît, en plus, c'est souvent un des plus importants. Tout ce qui est le cloud gratuit, c'est risqué. Hein, on le sait bien. Donc, peut-être réinsister là-dessus. On a des entreprises qui, aujourd'hui, ont vraiment fait tout un process de sécurité de leurs locaux, hein, bien entendu. Donc, entre leurs locaux, des sécurités sur leur ordinateur, donc identifiant mot de passe pour chacun de leurs agents, hein, de leurs collaborateurs. Et puis après, par contre, parfois, on oublie le fameux cloud et on va mettre quelques documents sur ce cloud qui est gratuit. Et voilà, et on a vraiment réfléchi à un process de sécurité de l'entreprise. Et juste simplement par la petite porte d'entrée d'avoir mis quelques documents sur le cloud gratuit, c'est peut-être gênant, hein, mais c'est toi plus le spécialiste. Voilà. Ben, pour illustrer tes propos qui sont vraiment pertinents, il y a une paire d'années, WeTransfer, je crois, a laissé fuiter quelque chose comme 400 000 informations de compte. Et souvent, la solution WeTransfer, c'est la solution de facilité parce que on ne dispose pas d'un espace de stockage à l'instant T, on doit envoyer des documents et à ce moment-là, ben, on s'appuie sur cette solution et puis on sait que les documents sont disponibles pendant 7-8 jours. Mais le problème, c'est que si le document est confidentiel, qui touche vraiment à l'activité de l'entreprise, ben, en aucun cas on peut garantir que les données ne vont pas fuiter et que vous n'aurez pas un phénomène de communication des informations à l'extérieur. Donc, honnêtement, même si c'est pratique de temps en temps, d'une part, ne mettez pas des infos très critiques et très sensibles d'entreprise, ou alors choisissez une solution payante qui vous garantira un niveau de sécurité complémentaire. Là, je crois aussi, mais je ne suis pas un spécialiste, qu'on peut aussi sécuriser le transfert avec une clé d'authentification, c'est pas ça? Oui, c'est ça, Hein? exactement. Voilà. Le grand souci en fait des outils, c'est souvent qu'on survole la capacité de l'outil. Pourquoi? Parce que c'est la finalité qui nous intéresse, qui est d'échanger rapidement. Et dans rapidement, malheureusement, dans le terme, on a une vulnérabilité intrinsèque qui est que si on fait les choses rapidement, on ne les fait pas de façon sécurisée avec les mécanismes qui vont autour. Donc, prudence sur cette partie. Et pour centraliser les données, ben, n'hésitez pas à utiliser vraiment des mécanismes de vérification. Un point complémentaire qui est le cloisonnement des outils. Donc, déjà, l'identification des outils. Alors, quels sont les outils qu'on va autoriser dans l'entreprise, mais également en dehors. À l'issue également, si on a une dérogation sur un outil, pensez à ne plus l'utiliser lorsque on est revenu à une situation normale ou au contraire, passer sur un mode de validation du produit et à ce moment-là, ben, vous allez muscler la partie sécurité par la même occasion. Donc, cloisonner les outils, ça peut être aussi cloisonner les réseaux. Vous avez vu tout à l'heure que malgré la taille et le niveau probablement des équipes informatiques de Honda, eh bien, la partie production a été impactée. Dans la réflexion PMI, il y a cette histoire de cloisonnement des réseaux qui peut se reposer. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que vous avez abordé depuis plusieurs années,
si c'est un projet qui est latent mais que vous n'avez pas mis à exécution, c'est peut-être l'occasion pour le faire de manière à garantir que votre outil de travail soit complètement étanche et protégé justement dans le cas d'une attaque malveillante. Pour citer un exemple, l'attaque qui a été effectuée sur Bouygues a finalement très peu impacté l'activité BTP qui a pu continuer à travailler normalement, et notamment parce que les réseaux étaient cloisonnés, que c'est uniquement les services administratifs qui ont eu un impact direct. Donc, pensez vraiment à faire ce travail-là. Dernier point qui est en fait sur les accès externes. Si vous avez utilisé une méthode provisoire qui permettait justement de mettre des accès, donc ça peut dire des choses, ça peut être des choses un peu limites, comme par exemple publier à travers Internet l'accès à un serveur bureau à distance, RDS ou équivalent. Mais pensez à stopper les accès parce que dans le temps, vous allez exposer l'entreprise. De même que les VPN, s'ils ne sont plus nécessaires, pourquoi pas supprimer les accès, désactiver les comptes. Le but, c'est vraiment de maîtriser tout ce qui peut être accès depuis l'extérieur et méthode d'accès depuis l'extérieur. Donc, pour ça, faites un inventaire et puis mettez vraiment les bons curseurs aux bons endroits pour ne laisser filtrer que ce qui est réellement nécessaire dans l'entreprise. Voilà pour le topo global. En termes de timing, Ludovic? Voilà. Je disais, oui, tu étais un chef. Là, il est 10h43, donc on est vraiment dans les temps. Ouais. Donc, écoutez, à tous les participants, n'hésitez pas maintenant à poser vos questions ou à les écrire, et comme ça, je pourrai les poser à Philippe. Voilà, je crois Philippe a fait vraiment une vision complète mais généraliste de la situation. C'est clair que la cybersécurité, c'était vraiment une chose très importante, et ça le devient encore plus. Aujourd'hui, on l'a vu, malheureusement, la situation qu'on a tous vécue avec le Covid a fait qu'on a pris peut-être on va dire des procédures différentes. On a tous travaillé à la maison, etc. Et c'est vrai qu'on a peut-être fait des choses qu'on ne devrait pas. Et voilà, il faut peut-être donc revenir à l'essentiel, puis peut-être profiter vraiment maintenant de cette situation, puisqu'on voit qu'il y a des arnaques, entre guillemets, des attaques de partout, pour faire en sorte vraiment d'avoir une vraie vision sur la cybersécurité de nos entreprises, puisque ça ne touche pas que les multinationales, que les 440, etc. Ça touche vraiment des entreprises de chez nous, même de l'Aveyron. Il n'y a pas, voilà, parce qu'on pense toujours que la cybersécurité, ça va toucher les grandes entreprises. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les petites, c'est moins important. On le sait très bien, le tissu des PME françaises est très, très important par rapport même au CAC 40, puisque le CAC 40, ça veut dire les 40 plus grandes entreprises françaises. Donc, je pense que c'est un point très important, et l'Aveyron, comme tous les autres départements, est touché par ces problématiques-là, d'ingénierie sociale, etc., d'envoyer du phishing, enfin bref. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, alors soit par le micro, puisque il y a 8 participants là, donc c'est très intéressant, on peut pouvoir échanger ou écrire, et donc moi je les dirai à Philippe, voilà, tout simplement. Pas de questions, il n'y a pas de point particulier peut-être à revoir. On a le temps, il est juste 45, donc bon, en principe, ça devait se finir à cette heure-là, donc il n'y a pas de problème, mais bon, on peut, comme on est sur du Zoom payant, comme disait tout à l'heure Philippe, on peut gagner quelques minutes par rapport à son animation. N'hésitez pas, je pense que c'est… voilà, bon, il y a quelqu'un, voilà, donc Lionel, qui ne me dit pas de questions pour moi, donc écoutez, merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que l'intervention était fluide et plutôt compréhensible, bien entendu. C'est ça aussi l'intérêt, c'est que pour l'instant, on est sur de la sensibilisation. C'est ne pas de partir encore sur du jargon très technique et des procédures, parce que je pense que là, il faut aller prévoir l'entreprise en tant que telle, faire une analyse, faire un audit de l'entreprise. Là, aujourd'hui, on est sur les grandes thématiques, mais n'hésitez pas quand même ça peut être toujours intéressant d'avoir un expert, et nous avons un expert à côté de nous, si je peux m'exprimer ainsi.
Voilà, donc pas de questions de Nathalie aussi. Bon, mais super. Voilà. Écoutez, on attend 2-3 minutes et puis après, tout simplement, on vous dira au revoir. Et peut-être, donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains webinaires, hein. Nous avons un webinaire cet après-midi et nous en avons donc la semaine prochaine, hein, cybersécurité avec le TPE. Et ensuite, la semaine suivante, on est sur tout ce qui est, on pourrait dire, stratégie web, web marketing, etc., avec plusieurs intervenants, hein. Donc, vous savez que on a 11 webinaires de la CICI Aveyron organisés avec des consultants qui interviennent gratuitement et je tiens à les remercier jusqu'au 8 juillet. Donc, c'est vrai que toutes les semaines, vous avez des webinaires organisés par la CICI Aveyron. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous inscrire, à y participer. Mais là, je vois qu'il y a aussi d'autres personnes qui répondent. Voilà, donc super. Ah oui, je vois qu'une personne sera tout à l'heure. Donc, voilà, donc il sera dans le webinaire de cet après-midi sur ce qu'on appelle l'inbound marketing, hein, comment attirer les clients sur nos sites internet. Écoutez, il est 47, donc super. Je tiens à vous remercier tous. Donc, on va clore cette intervention, cette animation par Philippe, donc Boulan au niveau donc responsable du pôle cybersécurité d'Inforsud. Je vais tout simplement là aussi donc arrêter l'enregistrement. Je tiens à vous tous à vous remercier pour cette participation à ce webinaire. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Philippe, on reste, si tu es d'accord, on reste un petit peu quelques minutes en lien et on va discuter de l'intervention. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci bien. Au revoir.